Voilà, c'est lancé l'enregistrement pour ce cours de poésie le 21 octobre 2020. Vous m'entendez bien? Oui, prof. D'accord. Si vous avez de soucis, s'il y a de coupures, vous me faites savoir. Donc, le rapport vie, donc on va parler aujourd'hui un peu de ce rapport entre vie et œuvre, qui est beaucoup condamné dans les études littéraires, surtout à l'université aujourd'hui et parfois à l'école, si les professeurs sont un petit peu plus modernes, je dirais, s'ils sont plus au courant des tendances théoriques et critiques. Mais je m'explique pourquoi je vais faire un peu comme ça. On condamne en fait le rapport vie et œuvre quand on utilise la vie d'un écrivain ou d'un poète pour expliquer l'œuvre. Mais ce que je vous propose ici, c'est de reconnaître que dans la poésie d'Apollinaire, il y a un rapport, il y a un rapport biographique ou autobiographique. Il y a des éléments de sa vie qui entrent dans les poèmes. Raison pour laquelle cela ne nous empêche pas de comprendre les poèmes, d'analyser les poèmes sans connaître la vie du poète. Ça, c'est le plus important. Ce qui compte avant tout, c'est le poème, le texte. Mais si on connaît quelques données de la vie du poète ici, ça peut éclaircir quelque chose, quelques aspects, ou de reconnaître, on peut même dire une poétique d'Apollinaire. La poétique ici, j'ai déjà utilisé ces mots avec vous. La poétique d'un poète, ce n'est pas son style, mais c'est, on va dire, ses règles personnelles de production poétique. Les normes qu'il suit pour écrire ses poèmes. Donc, Apollinaire, assez souvent, il utilise quelque chose qui s'est passé dans sa vie et ça retombe dans sa production poétique. Raison pour laquelle aussi je vous ai demandé de regarder les documentaires qui parlaient un peu plus de sa vie. Et c'est une autre question. Est-ce que vous avez regardé la vidéo sur la dissertation que j'ai postée hier? J'aimerais savoir. Non, pas encore, prof. Je n'avais vu que vous avez posté en vidéo sur ça, mais je vous remercie parce que j'étais en train de parler avec quelqu'un, je pense que c'était Luciane, sur cette question de... j'étais en train de faire de recherche chaque topic qu'on a déjà fait. Et donc, pour mieux comprendre comment on faire une bonne dissertation, parce que j'ai vu que c'était un peu différent de la façon dont nous sommes habitués à faire en portugais. Parfois, personnellement, je crois que j'ai une tendance de faire une écriture un peu plus, comme je peux dire, journalistique, parce que je viens d'une famille de journalistes et donc j'ai cette tendance et donc je crois que ça serait très, très utile. Merci, prof. D'accord. Je vous demande ça parce que dans le moment de la vidéo ou le moment de la vidéo dans lequel
j'explique l'introduction, je vous dis que l'introduction de la dissertation n'est pas l'espace pour parler de la vie du poète ou un résumé de l'œuvre. C'est pour faire la présentation de votre dissertation, de ce que vous avez l'intention de faire, d'écrire, de parler, d'analyser. Et pourquoi je parle de la vidéo sur la dissertation? Parce que, à mon avis, d'une certaine façon, c'est une habitude que nous avons. Dès qu'on va étudier un écrivain, on essaye de parler de sa vie. Avant de parler de son texte, pardon, 2 secondes. Luciane, je crois que ton micro... Bonjour, tu veux parler quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Non, 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 je t'écoute. Ah, d'accord. Ah, non, c'est juste parce que ton micro, il était ouvert. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. Non, c'est pas grave. Donc, nous avons cette habitude, on pourrait même dire une espèce de vice, de parler de la vie avant tout, de la vie de l'écrivain. Parfois, ils ont une vie intéressante, parfois, ils ont une vie pas intéressante du tout. Il y a certains, par exemple, il me semble que Fernando Pessoa, sa vie, elle n'était pas très intéressante. Son œuvre est plus intéressante. Celle d'Apollinaire, mais il y a quelques aspects intéressants, anecdotiques, pourrait-on dire. Par exemple, les 5 jours qu'il a été arrêté et mis en prison par la police en 1911, si je ne me trompe pas, parce qu'il a été accusé de recevoir le tableau, la Joconde de Leonardo da Vinci, comme on dit en français, ou Léonard da Vinci. Et la Joconde, c'est Mona Lisa. Donc, le tableau a été volé du musée du Louvre et Apollinaire a été accusé de recevoir le tableau volé. Et donc, ça, c'est une anecdote de sa vie, c'est vrai, ça se passait, mais en fait, il me semble qu'il n'était pas coupable. Donc, c'était son secrétaire qui était mêlé de l'affaire. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, mais ça n'apporte rien à son œuvre. Par contre, les amours qu'il a vécus, d'une certaine façon, sont présents dans sa poésie. La guerre aussi, je crois que c'était Daniel qui avait dit, qui était surprise de savoir qu'il a participé en tant que artilleur, si je ne me trompe pas, de la guerre. Il a été blessé. Par exemple, encore une donnée biographique qui est présente dans sa poésie, parce qu'il a eu une blessure dans la tête à cause de... je vais... 2 secondes ici. Prof, juste pardon, juste un doute par rapport à cette question de, pas vraiment par rapport à la vie personnelle des auteurs, mais vous croyez que c'est intéressant de faire une contextualisation théorique, historique, par exemple, sur juste mise en temps, on peut dire comme ça, l'auteur et le moment qu'il a écrit, parce que je sais pas, mais j'ai cette impression qu'ici on fait une contextualisation historique, on peut comprendre aussi un peu pourquoi l'auteur écrit comme ça, ces événements qui peut-être ont influencé l'écriture, mais c'est juste un doute. Est-ce que vous pensez que cette contextualisation peut être un peu utile dans
dans une dissertation, mais même si c'était très bref. Oui, c'est ça le point. En fait, tu as répondu à la question. Vous voyez, je partage. Non, mais c'est pas désolé, c'est bien, en fait, tu as bien compris. Hier, je partageais avec vous plusieurs informations, plusieurs choses. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, je mis les critères d'évaluation de la dissertation. Et le premier point, c'est la contextualisation des contenus développés. Ouais. Donc, l'idée ici de la contextualisation, c'est d'une certaine façon l'introduction qui va introduire les sujets d'analyse, les sujets, la problématique, quelles sont les sous-parties qui vont composer le travail et peut-être une annonce de l'interprétation. Mais une autre partie de la contextualisation, c'est celle-là que tu viens de dire. C'est de contextualiser le poète et son œuvre d'une certaine façon. Mais ce que je vous dis ici, c'est de, comme tu as bien dit, l'exercice ici de contextualisation, c'est de situer l'écrivain, le poète et son œuvre. Ce n'est pas de raconter toute sa vie en détail qui ne seront pas importants pour la dissertation. Ouais, c'est ça. Ouais. Par exemple, prenons le cas d'Apollinaire qui est ici en face de nous. Je peux dans un premier paragraphe, faire l'introduction dans laquelle j'explique, comme je fais hier, comme je vous ai montré hier dans la vidéo. Et après, je dis Apollinaire est un poète qui a dialogué avec les avant-gardes du début du XXe siècle. Et dans sa poésie, on retrouve une dynamique de continuité par rapport à la tradition et des ruptures par rapport à la tradition aussi. Donc, il y a quelque chose de rupture et il y a quelque chose de continuité. Ça, c'est une espèce de contextualisation. Vous voyez, on n'a pas besoin de dire... Ouais, on n'a pas besoin de dire, oui, son papa s'appelait un tel, sa maman, une telle, il est né dans tel endroit. Il avait un chien qui l'appelait. Oui, ça, ce sont des anecdotes. Récemment, je venais me regarder une conférence sur Apollinaire dans laquelle le professeur qui faisait la conférence il parlait d'une photo dans laquelle je ne sais pas s'il y avait Apollinaire, son frère, son chien, et il dit les noms, exactement les noms du chien. Il dit, je ne suis pas sûr que le chien s'appelait vraiment comme ça, mais peu importe. Il disait comme ça. Donc, ces informations qui ne sont pas... Il est si important qu'on ne se souvient pas du nom du chien. Oui. Donc, les informations qui ne sont pas importantes pour la dissertation, on laisse de côté. Vous voyez, c'est pas important. Cette contextualisation, c'est dire, donc, Apollinaire, il vient dans une période après les symbolismes. Les symbolismes cherchaient une poésie un peu impersonnelle, donc il réintroduit le lyrisme, la première personne. Quoi d'autre? Il y a ces jeux entre continuité et rupture de la tradition. Il était proche d'autres artistes des avant-gardes, ce qui a, d'une certaine façon, influencé son travail. C'est bon, ça c'est la contextualisation. Il n'y a pas besoin de dire qu'il était amoureux, etc. Voilà, c'est bien ça. Et vous voyez que pour la dissertation, cette contextualisation des contenus développés, elle va être évaluée de 6 points. Donc, c'est quelque chose de considérable. Et ce que je peux dire aussi,
Juste pour fermer ce parenthèse de la contextualisation dans la dissertation, cette contextualisation, elle n'est pas forcément sur la vie de l'écrivain. Elle peut être aussi, par exemple, si, comme je vous ai donné un exemple dans la vidéo, je parlais de symboles et métaphores. La contextualisation, ça peut être aussi l'explication des concepts qui vont être utilisés dans la dissertation. C'est possible aussi. Genre, la métaphore, c'est une figure littéraire ou des langages assez utilisés. Elle peut être comprise comme ça, mais elle a des limites. Le symbole, c'est ça et là, etc. Donc, ça, c'est une espèce de contextualisation aussi, conceptuelle et pas biographique. Donc, dans cette mise en contexte, c'est possible de contextualiser ou de situer le poète, son œuvre et les concepts qui vont être utilisés. Tout ça, ça fait partie de cette idée de la contextualisation. Je change ici le partage d'écran et je reviens ici sur la photo d'Apollinaire. Vous voyez bien pourquoi je vous montre cette photo, celle-ci, dans laquelle il a un pincement autour de sa tête. C'est parce qu'il a été blessé. Il a été blessé dans la guerre et il a eu cette blessure dans la tête. Il a dû être trépané. C'est quand on perce le crâne, l'os du crâne. Et il y a un poème, je ne me souviens pas lequel, dans lequel il dit j'ai été trépané. Donc, et aussi, je crois que c'était la conférence L'Esprit Nouveau et le Poète, qu'il parle de modernité, et il dit on a photographié mon crâne ou ma tête, mon cerveau, on a vu là-dedans, ça c'est la modernité, quelque chose comme ça. Donc, on voit comment il utilise des données biographiques dans son œuvre. Raison pour laquelle, parfois, ça peut intéresser. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, voyons ici, est-ce que vous avez encore des questions ou vous voulez faire un commentaire sur Apollinaire? Parce que je voulais passer à la lecture et commentaire des poèmes. Je crois que non. On passe alors à la lecture et commentaire de poèmes. Voilà. C'est bien l'ouvrage que je vous ai fait lire. Je vais vérifier ici juste les pages que je vous ai demandé de regarder ou de lire. C'était ici dans le canal général. Voilà. Donc, comme page 36. Voilà. Je ne vais pas commencer, j'ai ouvert ici sur la page du poème Zone, mais je ne vais pas commencer par celui-là, justement parce qu'il est un peu plus long. Et je vais commencer par Jobim, il y a une porte Bonjour, fermée. Jobim.
Il y a une porte fermée, il n'accepte pas. Et c'est, on le laisse Toutes les chiens, Non, c'est un chat. Jobin, c'est un chat. Pardon, c'est chat. Je Ouais, pensais c'est encore pire. parce que j'ai un chat aussi. Parce qu'on ferme la porte et il veut entrer. On le renferme à l'intérieur de la chambre et il veut sortir. Il veut la porte ouverte. C'est ça. Et donc ici, je voudrais commencer par les ponts Mirabeau. C'est le poème que j'ai utilisé dans l'exemple de la vidéo à propos de la dissertation. Justement, je veux commencer par ce poème-là parce que vous avez déjà, peut-être, pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo était plus longue que je ne voulais. Ça fait 18 minutes. En tout cas, vous savez très bien que si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous pouvez accélérer la vidéo. Donc, vous pouvez la regarder en 12 minutes si vous voulez. Parce qu'en fait, il y a des détails de ce poème que je n'ai pas abordé dans l'exemple de la dissertation et je pense qu'on peut le faire là tout de suite. Est-ce que quelqu'un veut lire le poème? C'est un poème court. Je vous montre ici, ça fait 7 pages et un vers dans l'autre page. Donc, ce n'est pas un poème long. Juste pour faire un cours plus participatif. Est-ce que quelqu'un se présente pour lire le poème? Oui, je peux lire, prof. Merci. C'est Sarah? Oui, c'est moi. Oui, merci, Sarah. Les ponts Mirabeau. Pardon, Sarah. Je vais te demander juste une chose. Okay. Parce que ça, c'est important ici. Parce que, comme vous voyez, nous avons déjà parlé dans la présentation d'Apollinaire, dans les derniers cours. Il a aboli la ponctuation dans tous les poèmes ou dans la plupart des poèmes. Donc, il n'y a pas de point. Et donc, je te demande, Sarah, de respecter les vers et de ne pas faire la liaison d'un vers à l'autre. Donc, de faire une petite pause comme « Sous les ponts Mirabeau coule la Seine et nos amours ». D'accord? Juste pour respecter le passage d'un vers à l'autre. D'accord. Merci. Sous les ponts Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'air. Les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde se lasse. Vienne la nuit, sonne l'air. Les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'air. Les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous les ponts Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'air. Les jours s'en vont, je demeure. Je lis bien, pour c'est comme ça? Oui, oui, très bien. Vous pourrez faire un audiobook, Sarah. Oui, c'était. J'ai aimé ta voix. Oui, c'était. Oui, c'est vrai. Ta voix est très jolie, c'était très bien lu. C'était clair, bonne prononciation, félicitations. Tu seras notre liseuse officielle. Et donc, je profite aussi, je vais revenir ici dans 2 secondes.
Et je vais partager un autre écran ici. Je ne sais pas si vous avez regardé sur Internet. Et nous avons ici les ponts Mirabeau à Paris. Je peux zoomer cette photo-là. Vous voyez, j'arrive pas à zoomer plus, mais nous avons ici, vous voyez, c'est un pont métallique. Il me semble qu'il a été construit peu après la construction de la Tour Eiffel. Et ça suit plus ou moins le même modèle en fer, le genre de construction, ça représente une certaine modernité. D'accord? Et ça, c'est important aussi pour cette idée de rupture et de continuité par rapport à la tradition. Quand le poète, ici, ou le sujet du poème, nous apporte cette idée du pont Mirabeau, sachant qu'il s'agit d'un pont moderne au niveau de l'ingénierie, de la technique, on voit que c'est déjà une image moderne dans le poème. D'accord? Comme nous avons vu dans le futurisme, l'idée de parler d'avions, d'automobiles, de vitesse, ce genre de choses-là, c'est une introduction d'un vocabulaire nouveau dans la poésie moderne du XXe siècle. D'accord? C'est déjà une nouveauté présente dans cette poésie. Donc, je reviens au poème de Guillaume Apollinaire. Voilà. Donc, nous avons ici, et pour ceux qui ont regardé la vidéo, de la dissertation, j'ai utilisé comme exemple deux possibilités d'idées d'interprétation de ce poème. C'est de considérer les ponts Mirabeau comme une métaphore du poète et aussi comme symbole de l'amour. D'accord? Pas vraiment, en fait, pas vraiment comme symbole de l'amour, mais de la poésie et du poète. Symbole de la poésie et métaphore du poète. En fait, c'est ça. Et nous avons donc ici, sous le pont, Mirabeau coule la Seine et nos amours. Donc, il y a déjà ici une comparaison de la Seine, la rivière qui passe par Paris, qui croise la ville, qui coule sous le pont, et les amours. Donc, nous avons, d'une certaine façon, le pont comme un objet ou comme un monument moderne, mais l'idée du passage du temps et de la finitude des amours, c'est un thème traditionnel de la poésie lyrique. On va toujours parler des amours qui se sont allés. Ouais. Faut-il qu'il m'en souvienne, la joie venait toujours après la peine. Donc, et vous voyez ici, on peut déjà commencer à parler d'un aspect formel. Le manque de ponctuation, ça nous demande, en tant que lecteur, de réfléchir à la ponctuation qu'on aurait pu mettre ici. Et par exemple, quand on voit ici, il y a un avion qui passe ici, je ne sais pas si ça vous dérange. Ça me dérange un petit peu. Voilà. L'inversion ici, au lieu d'avoir « il faut qu'il m'en souvienne », mais « faut-il », ça nous fait penser à une question. Ouais. Faut-il qu'il m'en souvienne, le pont Mirabeau, faut-il qu'il me souvienne que la joie venait toujours après la peine? C'est-à-dire que après avoir souffert la peine, il y aura un moment de joie.
mais ce n'est pas forcément ce qu'on voit, parce que si les amours s'en vont, s'ils ont coulé sous les ponts, comme la Seine, les amours sont finis. Donc, peut-être ce n'est pas une fin heureuse. Ce n'est pas la joie que le poète rencontre. Et nous avons ici « Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure ». Et vous voyez, ici c'est un refrain. C'est important aussi de dire que quand on parle de rupture et continuité dans la poésie d'Apollinaire, vous voyez que le fait d'avoir retiré la ponctuation, ça rend le poème moderne. Mais Apollinaire, à cette époque-là, il lisait beaucoup de poésie médiévale. Et ça suit, d'une certaine façon, certains, comment je peux dire, formes fixes de poèmes médiévaux, comme les rondeaux, la chanson. Et vous voyez qu'ici, je ne comprends pas cet avion, j'ai l'impression qu'il tourne en rond. Ici, d'ici peu, ils vont bombarder la région ici, je ne sais pas. Bon. C'est parce que la kérosène d'aviation, elle n'est pas chère et on peut faire un tour d'avion comme ça. Donc, revenons au poème. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. C'est un refrain, raison pour laquelle il va apparaître à chaque strophe, entre deux strophes de ce poème. Et ça, c'était une forme fixe, un genre de forme fixe médiévale, parce que la poésie, elle était plutôt orale. Et donc, ce genre de refrain qui revient, ça nous aide aussi à apprendre par cœur et ça rend le poème plus mélodieux. Ça fait le poème ressembler à une chanson chantée, comme on connaît aujourd'hui. Et nous avons cette figure-là de langage de inverser sujet et verbe, que la nuit vienne, que l'heure sonne, les jours s'en vont, je demeure. Et ici, nous avons quelque chose d'important. Encore une chose, les jours s'en vont. Encore un signe de passage du temps, comme les amours et comme la Seine. Et je demeure, c'est le poète qui reste, comme les ponts. Vous voyez qu'ici, à partir de ces données du poème, nous sommes capables de faire ce parallèle. Oui, mais vraiment, l'avion, il va et revient. Il faut être attentif de cet avion propre. Parce qu'il peut être une nouvelle guerre et nous ne savons pas parce que c'est 2020, donc on peut attendre quelque chose. Oui. Par exemple, ce qui reste, les ponts et le poète. Et ce qui passe, la Seine, les amours et les jours. D'accord? Je vais changer ici l'outil. Voilà. Donc, j'ai juste mis cette note pour visualiser quels sont les aspects qui voient le passage du temps et quels sont les aspects qui ne voient pas le passage du temps. Suivons, nous avons ici les mains dans les mains, restons face à face, tandis que
sous les ponts de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Sarah, je t'ai demandé de respecter la fin du vers ici, justement pour voir que, parce que traditionnellement, si on prend un vers traditionnel, assez souvent, on essaye de mettre dans un vers une idée complète. Ou au moins, c'est pas toujours possible de placer ou de cadrer dans un vers une idée complète. Mais parfois, l'idée, elle n'est pas, on peut dire synthétiquement, cassée ou rompue d'un vers à l'autre. On va essayer quand même de garder une certaine logique. Ici, dans cette nouvelle expérience du vers proposée par Apollinaire, nous avons une coupure, une rupture synthétique de l'idée centrale de l'estrophe, de la strophe, pardon. Et nous avons ici restons main dans les mains, les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous les ponts de nos bras, donc nous avons le poète et son amoureuse qui font aussi, quand ils se tiennent les mains dans les mains, ils font aussi tous les deux une forme qui ressemble au pont aussi. Donc, vous voyez que on peut, ce n'est pas illogique de penser au pont comme symbole de l'amour. Ouais. Les temps passent, mais l'amour, il reste. Ça, c'est une possibilité, ou au moins une possibilité traditionnelle, que l'amour est éternel. Mais ce n'est pas l'idée apportée ici par le poète. Donc, les ponts de nos bras passent, tandis que vous voyez, si on fait la liaison synthétique, les mains dans les mains restons face à face, tandis que sous les ponts de nos bras passent des éternels regards. Vous voyez, ce qui nous fait penser, par exemple, à un couple d'amoureux qui se tient par la main et les gens qui passent à côté les regardent. Parce que c'est beau de voir les amoureux heureux comme ça. Et l'onde s'y lasse. Comment vous comprenez cela? Parce que nous avons comme vers ici des éternels regards, l'onde s'y lasse. Ce n'est pas étrange? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme un câlin? Je ne sais pas. Référence, les ponts de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Parce que là, c'est dans le sens de tranquillité. Non, de fatigué. Fatigué. Oui. Assez souvent, je dis ça, c'est un mot que nous avons en portugais, mais on oublie parce que c'est un mot plutôt ancien. Laço. Laço avec deux S en portugais, pas laço avec cédille. Je me souviens d'avoir vu ça dans une samba ancienne. Algum samba antigo usava a palavra laço, com dois S no sentido de cansado. Mas a gente tem lassidão em português. Ouais. Donc l'idée ici, c'est onde si fatiguée, tellement fatiguée. C'est comme la mélancolie, donc? Oui, c'est une espèce de mélancolie qui montre que le poète est fatigué ou il est triste,
il est mélancolique. Mais ce que je vous demande, c'est comme il n'y a pas de ponctuation, et c'était en fait l'objectif d'Apollinaire quand il a enlevé la ponctuation, c'est de augmenter les possibilités des sens, des significations. Donc, on ne sait pas si cette onde Silas, elle fait rapport à l'image du couple, les mains dans les mains, face à face, ou l'image de sous les ponts de nos bras passent des éternels regards. On ne sait pas. Et moi, je mettrais une virgule ici justement pour marquer que l'onde Silas, il s'agit d'une métaphore, mais une métaphore qui n'est pas si évidente dans le poème. Mais d'une certaine façon, tu as raison, Daniel, quand il apporte cet adjectif là, las, ça nous montre ou ça évoque une mélancolie du poète. D'accord? Avançons encore un petit peu. Nous avons encore le refrain, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. Donc, nous avons ici la comparaison de l'eau courante du fleuve avec l'amour. C'est-à-dire, l'amour passe comme l'eau du fleuve. Et ici, c'est important. Ça, c'est quelque chose de très bête, très banal, mais d'une certaine façon, une différence entre une métaphore et une comparaison, c'est que la comparaison, elle a un élément de comparaison explicite, comme, tel quel, quelque chose comme ça. Et la métaphore, c'est une comparaison implicite, comme l'idée ici de l'onde Silas, elle est une comparaison avec quelque chose ici qui n'est pas très clair. C'est quelque chose du poème qui nous laisse cette métaphore claire. Mais on peut évidemment reconnaître une métaphore facilement. D'accord? Et l'amour s'en va. Est-ce que quelqu'un veut... C'est Fernande? Oui, bonjour. Bonjour. C'est difficile pour moi parce que je n'aime pas la poésie justement parce qu'elle a toujours un message caché, difficile à déchiffrer. Mais je ne sais pas si j'ai l'impression que les poètes attendent du temps pour avancer rapidement et apaiser ses peines. C'est ça? Pourquoi tu vois ça dans les poèmes? C'est difficile de parler, mais j'ai l'impression qu'il démontre comme si l'amour, il va, il retourne pour 7 points. Et je ne sais pas, parce que dans la biographie, il parle de sa vie. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés pour tomber amoureuse pour quelqu'un. Encore sur la vie et le texte, et là tu as déclenché quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut penser que le poème, l'écriture du poème a été déclenchée par une souffrance amoureuse, un amour perdu. Donc, une donnée biographique du poète. Ça, c'est clair. Par contre, quand un bon poète, il fait un poème, il rend son sentiment personnel universel. Donc, il est capable de transformer. Quelle est la différence des notes qu'on prend dans notre journal intime d'un poème ou d'un texte d'un grand écrivain? C'est celle-là. Parfois, notre expérience à nous, elle reste très personnelle. Et un grand écrivain, il arrive à rendre son expérience personnelle en quelque chose d'universel. On est capable de lire et nous reconnaître, nous identifier avec ce texte-là.
si vous avez déjà vécu une perte amoureuse, vous êtes capable de comprendre plus ou moins ces poèmes. D'accord? Je t'ai interrompu, pardon Fernanda. Tu veux ajouter quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être le vers répété, il semble marquer un état d'esprit, peut-être ennuyé. Mm-hmm. Oui, et comme tu as évoqué cette idée de la vie du poète, je sais que Apollinaire, il était amoureux d'une Anglaise avec qui il a travaillé. Il est allé la voir en Angleterre quelques fois, je ne sais pas combien, et c'était un amour qui n'a pas marché. Et c'est très important pour interpréter un poème, on peut utiliser notre culture générale. Et il y a, dès qu'on parle de ponts et fleuves qui coulent, ça vient à l'esprit la maxime, si je peux dire, du philosophe ancien grec, Héraclite, qui disait que on ne se baigne jamais sous les mêmes ponts, sous les mêmes fleuves, ou dans les mêmes fleuves. Dans les mêmes fleuves, il y a eu un bruit ici. On ne se baigne jamais deux fois dans les mêmes fleuves. C'est-à-dire, comme l'eau du fleuve coule, le fleuve n'est jamais le même. Mais comme nous aussi, on se transforme constamment, on n'est pas la même personne non plus. Ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce que si il dit que les amours passent, c'est parce qu'il n'a pas été capable de revivre un amour perdu. Vous voyez cette idée-là? Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'expérience de... Comment je peux dire ça? De se rattacher encore une fois à quelque chose avec qui vous êtes cassé. Vous vous êtes cassé. Ouais, vous avez un copain, une copine, et ça ne marche pas, vous vous laissez, vous vous séparez, et puis vous pensez que c'est possible d'essayer encore une fois. Et vous essayez, ça ne marche pas. Et on ne retrouve plus le même amour. Et récemment, j'ai vu quelqu'un faire une enquête sur Twitter demandant si c'était possible de tomber amoureux deux fois pour la même personne. Ou de la même personne, pardon. Et quelqu'un a dit oui, possible, c'est possible, mais ce n'est pas probable. Ouais. Donc, ce sont, pour essayer de comprendre ces poèmes, ce sont ces genres d'informations, si je peux dire, de culture générale qu'on peut apporter pour ajouter un peu plus d'essence. Ouais. Et donc, revenons ici. L'amour s'en va comme cette eau courante. Le fleuve passe, l'amour aussi. Et donc, il dit exactement ici, l'amour s'en va. Comme la vie est lente. Vous voyez ici, moi je vois deux possibilités des constructions syntactiques. Genre, l'amour s'en va, nous avons d'abord le premier vers. L'amour s'en va comme cette eau courante. Il fait une comparaison entre l'amour et l'eau courante qui s'en va. Et puis il dit, l'amour s'en va comme la vie est lente. On peut interpréter ici, à cause du manque de ponctuation, qu'il y a une continuité dans le vers suivant. Et on va interpréter l'amour s'en va tel comme la vie est lente. Genre, la vie est lente et l'amour s'en va lentement aussi. Ça va? Et une autre possibilité, c'est de respecter la coupure du vers
Et on pourrait bien mettre ici, à mon avis, une exclamation ici. Je ne sais pas si ça va marcher. J'essaye de... Non, c'est pas ça. Non, ça va pas marcher, mais c'est pas grave. C'est tout petit, mais ça marche. Ici. L'exclamation que j'ai voulu mettre ici. Donc, l'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va. Point d'exclamation ou point final. L'amour s'en va, c'est tout. Et puis, une autre exclamation, comme la vie est lente et comme l'expérience est violente. Et peut-être, Fernande, je crois que cette strophe, elle apporte quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que nous avons ici les idées de le passage de l'eau courante et de l'amour. L'amour s'en va, il se perd. Et la vie est lente. La vie ne passe pas si rapidement que les amours et les eaux courantes. C'est-à-dire que l'amour s'en va et la douleur qui reste, elle reste longtemps. Ouais, on ne se récupère pas d'un amour blessé, d'un amour perdu si facilement. Et comme l'espérance est violente. Et ici, c'est intéressant parce que nous avons l'association d'un sentiment, l'espérance, qui est un sentiment assez positif, associé à une idée négative, violente, parce que dès que nous avons un amour perdu et on attend, on espère qu'il reviendra, ça devient un sentiment assez violent, n'est-ce pas? Comme je disais tout à l'heure, vous laisser cette idée d'essayer de chercher dans vos propres expériences personnelles. Si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, vous savez comment c'est violent. D'espérer le retour de quelqu'un qu'on aime. Et quand je dis espérer le retour ici, ce n'est pas la personne est partie faire un voyage et elle va revenir. Non, c'est quelqu'un qui a dit « je ne t'aime plus » et on n'accepte pas cette décision ou cette évidence. Et on attend, on espère que la personne reviendra amoureuse de nous. Donc, dans ces cas, le sentiment d'espérance, il devient un sentiment assez violent. Ouais. Et donc, vous voyez qu'ici, dans cette strophe, il faut jouer avec une possibilité de ponctuation pour donner un sens. Ouais. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours, passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Donc, il y a encore ici, les jours passent, je remonte ici. Ce qui passe, la scène, les amours, les jours. Ce qui reste, les ponts et le poète. Donc, nous avons ici, passent les jours, passent les semaines, mais ni les temps passés, ni les amours ne reviennent. Et sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Ici, on a essayé de faire une petite analyse du poème, et juste pour expliquer l'idée de la métaphore et du symbole. Parce que le symbole, on peut expliquer tout simplement comme une chose qui représente une autre. Le symbole, il est toujours signe
d'une autre chose. Par exemple, la croix est un symbole de la passion de Christ. Vous voyez? La croix, symbole de Jésus-Christ. Le signe ici, c'est quand c'est au sens de linguistique, de pire, c'est sûr quand on a cette image oui. Dans notre tête, mais on a une autre image extérieure, on pourrait dire comme ça aussi, c'est ça? Oui, exactement. Mais cette image-là, elle n'est pas tout simplement personnelle. Elle doit être une image collective, sociale. Parce que ce symbole, il est construit socialement. Raison pour laquelle, même si on n'est pas chrétien, on voit une croix, on associe la croix au Christ. Donc, la croix devient un signe du Christ. Le rapport de quelqu'un avec un signe est différent. Il change le signe, même s'il est, on pourrait dire, je ne sais pas si le mot juste ici, c'est universel, mais collectif, comme vous avez dit, prof. Mais le rapport créé est personnel. Le rapport est personnel. Quelqu'un va se lier à le signe d'une façon différente de l'autre. Et je crois que là, c'est la même façon que le poème, parce qu'on pourrait lire le même poème comme nous sommes en train de faire maintenant, mais j'ai vu, et spécialement dans ces poèmes-là, que la manque de ponctuation peut créer aussi les différentes compréhensions, parce qu'on ajoute à la lecture ce qu'on a vu aussi. Par exemple, vous avez mis le point d'exclamation là, et on peut comprendre ça, mais on peut comprendre comme c'était en phrase complète. L'amour s'en va comme la vie est lente. On peut créer notre propre vision de poème. Je pense que c'est très intéressant, c'est une ressource, peut-être je peux utiliser ce mot que l'auteur utilise et qui laisse les lecteurs, comme je peux dire, c'est lié d'une différente façon, parce qu'on pense parfois que les œuvres, pas vraiment la poésie, mais on pense que les œuvres sont fermées. Nous avons le sens de l'auteur, et ce sens-là qu'il faut essayer de trouver. Mais peut-être l'auteur voudrait qu'on découvre peut-être notre propre sens dans l'œuvre qu'il a créée. Oui. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ce que je fais ici, c'est, je peux dire, un exercice de construction. Oui, mais un exercice de la construction d'une interprétation. Ce que je fais ici, ce n'est pas fermer l'essence du poème, mais juste vous montrer le chemin des constructions d'une possibilité d'essence. Mais vous n'êtes pas censé être d'accord avec ce que je dis ici. Mais ce n'est pas. Mais par contre, pour proposer une autre interprétation, il faut justifier à partir du propre texte. C'est ça le plus important. Oui. Ouais. Et l'intention du poète quand il a écrit, c'est une chose. Ouais. Mais le poète ou l'écrivain, il n'a pas je vais dire comme ça, faute d'une expression meilleure, il n'a pas le droit il n'a pas le droit de déterminer ce qu'on va comprendre. À partir du moment que l'œuvre a été publiée, la personne qui lira sera toujours libre pour interpréter le texte. Ouais. Et donc, ce que nous avons fait ici, c'était plutôt une analyse d'une certaine
façon de la forme et du contenu. Et quand on passe à une interprétation, on essaye de coller au texte quelque chose qui n'est pas forcément dans les textes. Et par exemple, l'idée que je vous apporte, c'est d'abord l'idée du symbole. Le pont ici, c'est un symbole parce que c'est plus ou moins quand on parle d'interprétation des rêves à partir des images figées de rêves. Ouais, genre, je rêvais de la mer, donc telle chose va se passer dans ma vie. Ouais, le pont, d'une certaine façon, il symbolise l'union entre deux choses, les deux côtés du fleuve. Et nous avons un indice ici dans le vers. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous les ponts de nos bras. Donc, le pont ici, il peut être le symbole de l'union des deux amoureux. D'accord? Il est le symbole parce que il évoque, il représente en quelque sorte. La métaphore, elle est différente parce qu'il y a une comparaison entre deux choses. Et ce que je vous propose comme métaphore, c'est de penser au pont comme le poète. D'accord? Comme si les ponts étaient la métaphore du poète. Parce que le fleuve passe et les ponts, ils restent toujours fixés au même endroit. C'est plus ou moins comme les amours qui s'en vont et le poète, il reste toujours dans ces paysages-là. Donc, le symbole, il signifie, on va dire, ou il évoque une autre chose. Alors, le pont, symbole de l'union des amoureux. Et la métaphore, elle a une espèce de comparaison, et on peut faire la comparaison de ces ponts comme une métaphore du poète. D'accord? Ça, c'est déjà le pas au-delà vers l'interprétation du poème. Et l'interprétation, c'est cette idée de attribuer ou coller au poème quelque chose, un sens qui n'est pas forcément évident dans les textes. Ça va? Professeur. Oui. Si je peux ajouter à cette discussion, est-ce que, parce que quand on parle d'un poème, d'une poésie, enfin d'un poème, on peut avoir plusieurs formes d'interprétation. C'est ça? Oui, mais... Parce que, oui. Non, c'est intéressant parce qu'il y a un livre hyper célèbre de Umberto Eco, c'est l'œuvre ouverte, et il considère toute œuvre littéraire ouverte, mais on ne peut pas en faire tout ce qu'on veut. Il y a des limites quand même d'interprétation. Et la limite, c'est le texte. Si le texte te permet d'interpréter comme ça, oui, c'est légitime. Voilà. Sinon, vous dépassez la limite de l'interprétation. Vas-y, pardon. Parce que j'ai un problème quand on étudie, par exemple, ces poèmes qui n'ont pas de ponctuation. J'ai un peu de mal à essayer de mettre une ponctuation. Parce qu'il a été construit pour ne pas avoir. Moi, j'ai cette pensée-là. Mais pour mieux comprendre le poème, il faut que je m'arrête, il faut que c'est mes sentiments, comme par exemple, vous avez mis un point d'exclamation. Moi, je pourrais peut-être mettre de points de suspension pour l'interpréter. Oui, mais tu vois qu'ici, dans ce genre de poèmes, Apollinaire nous invite, en tant que lecteur, à contribuer dans l'écriture du poème. C'est-à-dire que le poème, d'une certaine façon, il n'est pas terminé. Et c'est à nous de le faire. Et tu peux comprendre d'une certaine façon, et moi, je comprends d'une autre. Et par rapport à la poésie, c'est intéressant aussi
Et surtout pour vous, pour la dissertation, vous pouvez faire la dissertation dans le cadre de ce cours de poésie à partir d'un seul poème ou d'un ensemble de poèmes si vous voulez. C'est possible. Mais si vous choisissez un seul poème, vous devez écrire 5 pages, 6 pages à propos d'un seul poème. Donc, il faut faire parler le poème. Mais le choix du poème, ça peut être intuitif, ça peut être affectif. Vous ne savez pas pourquoi vous avez aimé un tel poème. Voilà. Et une autre suggestion, là, spécifiquement à propos de ce que tu viens de dire, c'est de lire à plusieurs reprises, plusieurs fois, le poème à voix haute. Parce que comme ça, on va trouver une intonation qui nous aide à interpréter le poème. Ouais. Par exemple, moi, quand je lis le poème, je pensais à tous ces amours qu'Apollinaire a eu dans sa vie. Et c'est comme tous les eaux courantes. Chaque onde, c'est un amour qui va, mais qui va et qui revient. Donc, à savoir sa vie, quand on comprend sa vie, on comprend un peu ce que l'auteur a voulu dire dans ce poème, mais je peux faire quand même une interprétation sans savoir sa vie. Parce que oui. Comment on dit o lírico? On retrouve en français le jeu lyrique, les sujets du poème, le moi lyrique, c'est possible aussi. Ok. Parce que ça peut être n'importe qui, c'est pas forcément les poètes. Donc, ça laisse cette ouverture-là. En sachant sa biographie, on peut dire oui, il parle de lui-même, mais il peut parler, le poème peut appartenir à n'importe qui. Oui, pour cette raison-là, je dis tout à l'heure que le poète doit être capable de transformer une expérience personnelle dans une expérience universelle. Et donc, on est capable de lire, comprendre, interpréter le poème sans avoir rapport avec sa vie. Parce que le poème, il est, on va dire, une construction complète, indépendante. Il n'a pas besoin de la vie de l'auteur pour avoir un sens. D'accord. Et la dernière chose que j'aimerais, je n'ai pas compris les signes de la croix. Je ne sais pas, j'étais un peu perdue. Je n'ai pas vu. J'ai raté cette explication-là. Ah, d'accord. Non, je donnais un exemple. Je ne parlais pas de la présence de la croix dans ces poèmes. Ce que je disais, c'était plutôt que la croix est un symbole de Jésus-Christ. De la même façon qu'on peut comprendre le pont comme symbole de l'union des deux choses. Ça va? Oui, ça ouais. va. Je pensais que c'était dans le texte. Non, c'était un exemple. Parce que je vois le mot espérance ici, avec le E majuscule. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous avez une idée pourquoi elle a mis le mot espérance? Non. Mais ça arrive parfois dans la poésie. Peut-être pour être un sentiment plus noble. Personnifier, parfois, c'est comme quand on utilise le majuscule pour donner un sens plutôt personnifié, presque comme un prénom, peut-être, prof. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais normalement, c'est plus évident dans certains poèmes dans lesquels, et Apollinaire le fait,
il crée une espèce de mythologie personnelle ou quelque chose comme ça. Mais ici, peut-être, c'est une façon de mettre en évidence ses sentiments. Parce que l'amour, par exemple, est en minuscule. Ouais. Par contre, ça c'est intéressant aussi, Apollinaire était chrétien, un très fort chrétien. On retrouve dans la critique les mots pieux, P-I-E-U-X, c'est-à-dire dévote, dans une bonne partie de sa vie, surtout dans sa jeunesse. Donc, je ne sais pas, peut-être on peut chercher ces genres d'informations pour l'interprétation du poème. Et par exemple, je n'ai pas cherché l'idée d'espérance en tant que symbole de quelque chose. Mais si on va dans un dictionnaire des symboles, peut-être l'espérance symbolise quelque chose. Et ça peut peut-être nous diriger vers une autre interprétation du poème. C'est possible. Parce qu'il a donné un valeur négative. Un valeur négative au mot espérance. Il a mis en majuscule, mais l'espérance est violente. Oui, donc, exactement. Je pensais que tantôt... C'est pour ça que j'ai pensé aussi, Dani, à la question de personnification. Vous savez, c'était comme l'espérance était un sujet qui fait cette action d'être violente. Je ne sais pas, c'est juste ma tête qui vole, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Et une autre chose, j'aime bien l'image une image pour la lecture du poème, n'importe lequel, c'est cette lecture verticale. Le poème exige de nous ce genre de lecture. C'est différent de la lecture de la prose, d'un roman, qui est une lecture plus horizontale, c'est-à-dire on passe plus légèrement, plus rapidement par le texte. Ça dépend évidemment de la prose. Guimarães Rosa, par exemple, ce n'est pas quelque chose de léger. Mais dans la lecture de la prose, il y a cette fluidité, cette légèreté en général. Et la poésie, elle demande cette verticalité, cet approfondissement dans la lecture du texte. Et comme vous voyez, moi, je pensais lire 2 ou 3 poèmes avec vous. Nous avons passé presque 1 heure dans l'analyse du même poème. Vous voyez. Mais c'est intéressant quand même. Oui, c'est pas le gaspillage du gaspillage du temps. Mais sinon, juste avant de finir, laisse voir ici. Oui. Ouais, juste avant de finir, parce que là, c'est presque déjà 10 heures. Mais c'était un bon exemple de lecture ici de voir. Et on va faire ça avec d'autres poèmes, d'autres poètes aussi. D'accord? On ne va pas rester seulement dans la théorie ou dans la lecture des manifestes. Mais je voudrais juste utiliser le deuxième poème ici, que je vous ai demandé aussi de le lire. Et vous voyez, la chanson du mal-aimé. D'abord, cette idée de souffrance amoureuse, ça donne ce genre de poème qu'on appelle un poème élégiaque ou une élégie. C'est un poème de déversement des sentiments amoureux, normalement souffrants. Et ici, j'ai souligné, c'est pas en fait, oui, c'est cette strophe-là. Juste pour vous donner un exemple de vers
plus autobiographique, parce qu'on va retrouver, oui, des éléments autobiographiques dans la poésie d'Apollinaire. Et dans cette strophe-là, soulignée ici, je vous montre, il dit ici, « Adieu, faux amour confondu, avec la femme qui s'éloigne, avec celle que j'ai perdue, l'année dernière en Allemagne, et que je ne reverrai plus. » Donc, vous voyez ici, il parle de cette femme qu'il a connue en Allemagne, cette Anglaise. Il est parti en Angleterre la revoir, ça n'a pas marché et il a perdu. Donc, nous avons ici une strophe qui est bien autobiographique. Ça n'est réduit par l'importance du poème, mais c'est-à-dire, c'est une insertion autobiographique du poète ici. D'accord? Et donc, je vous encourage à lire les poèmes, et si vous voulez aussi d'autres poèmes d'Apollinaire, mais au moins ceux que je vous ai indiqués, parce que ce sont des poèmes assez célèbres. Et dans ce poème Zone, c'est un poème un peu hermétique, où il a quelques passages un peu hermétiques, mais c'est intéressant de voir, de reconnaître un vocabulaire moderne, comme un sténodactylographe ou les automobiles. Et d'une certaine façon, ce poème, c'est un poème lyrique, évidemment, mais il a quelques particularités. Je laisse ça juste pour vous aider en cas de lecture. Il va utiliser les tu et les je assez souvent. Et les deux, vous allez voir en contexte, les deux personnes ici parlent du poète. Quand il utilise tu, c'est comme s'il se dédoublait dans un autre, mais qui parle de lui-même. Ouais? Par exemple, ici, il dit dans ce troisième vers, « Tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. » C'est le poète qui dit à lui-même cette phrase, ce vers. D'accord? C'est plus ou moins comme moi, je me dis assez souvent quand je parle avec moi-même. Assez souvent, je me dis des choses comme ça. Vamos, Daniel, vamos, você tem que terminar isso logo. Donc, c'est moi qui parle à moi-même, mais je parle avec moi en utilisant la deuxième personne. Et ici, il dira dans cette strophe-là, « J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié les noms. » Donc, il y aura l'insertion du tu et du je, mais les deux font référence au poète. Et les contextes de ce poème, c'est le poète qui déambule ou qui marche dans la ville de Paris. Donc, nous avons ici un vers qui nous indique ça. Maintenant, tu marches dans Paris tout seul parmi la foule. Et il y aura des références de la ville de Paris. D'accord? Ça, c'est intéressant. Et vous voyez ici, là, c'est la dernière chose. Et on passe au cours de roman. Ce vers-là, ou cette strophe, juge d'instruction, comme un criminel, on te met en état d'arrestation. Ce vers-là fait référence au moment qu'il a été mis en prison à cause du vol du tableau de la Joconde, que je vous ai raconté au début de ce cours aujourd'hui. OK? Donc, c'est ça, mais ce n'est pas terminé, Apollinaire. Je vais faire une vidéo pour parler des calligrammes d'Apollinaire. Ici, j'ai changé de livre, ça va charger pour vous. Les calligrammes, ce sont les poèmes visuels comme celui-là. D'accord? Et donc, je vais faire une vidéo pour expliquer ça. Et puis, je vous demande un petit exercice. D'accord? Sur Apollinaire. Donc, nous avons cours la semaine prochaine, mercredi, comme nous avons bien accordé au début du cours. Mais je vais faire entre aujourd'hui et mercredi de la semaine prochaine une vidéo
sur les calligrammes d'Apollinaire et la suite de la poésie visuelle, en quelque sorte, et une vidéo pour parler du dadaïsme ou du dada. D'accord? Et on peut reprendre mercredi de la semaine prochaine le dada, répondre les doutes, les questions, et on commence le surréalisme. Et les documents, les matériaux sont tous déjà disponibles dans nos archives. Vous avez des questions? Ou on peut terminer et passer au cours de roman? Ça va. D'accord. Voilà, je vois ici ce que vous avez écrit dans le chat. C'était des conversations à vous. Et voilà, je vous remercie. Je allume ici mon écran, ma caméra, pardon. On va voir si ça marche. Ouais. Juste pour vous dire au revoir. Et j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les chats du cours et je peux vous répondre à ça aussi par écrit ou dans une vidéo, comme je vous ai dit. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas lu, lisez quelques poèmes d'Apollinaire, ça vaut la peine, c'est intéressant. Et le poème, c'est ce genre de texte qu'il faut insister dans la lecture. Difficilement, la première lecture, elle est capable d'extraire quelque chose du poème. Il faut travailler un peu plus. Parfois, il vaut mieux lire un seul poème bien que de jeter un coup d'œil sur plusieurs poèmes et rien retirer de ce poème-là. D'accord? Donc, merci à vous. Ceux qui sont inscrits dans les cours de roman, on se revoit dans une minute. Merci. Merci à vous tous et toutes. Merci, prof. Au revoir. Au revoir. Au revoir.